le gouvernement algérien a convoqué une réunion d'urgence. L'émigration des femmes algériennes vers la France a explosé de 380%. Des mesures doivent être prises. En 2024, alors que l'économie française surpasse de loin celle de l'Algérie, 38 000 femmes algériennes ont orchestré leur grande évasion vers la France. Les experts sont formels. Ce que l'Algérie vit actuellement est une double crise, une fuite des cerveaux combinée à une perte de fierté nationale. Mais que peut bien offrir la France à ces femmes? Une réalisatrice de documentaire s'est rendue sur place pour observer directement ce phénomène choquant. Et dès son premier jour à Paris, elle en a découvert la raison. Ce jour-là, j'ai compris, dit-elle. J'ai compris la vraie raison pour laquelle les femmes algériennes choisissent la France. Je vais maintenant vous dévoiler le récit de ces 7 jours qui ont tout changé. Bonjour, je m'appelle Leïla Ben Ali. J'ai 33 ans et j'étais réalisatrice de documentaires pour l'ENTV. Si j'utilise le passé, c'est pour une raison que vous comprendrez bientôt. Tout a commencé au printemps dernier, dans la salle de réunion de l'ENTV. La fuite de nos talents féminins est alarmante. Ce sont surtout les femmes diplômées de 20 à 30 ans qui quittent le pays pour s'installer en France. La voix de mon directeur était lourde. Le graphique projeté à l'écran était un choc. Une augmentation de 380% par rapport à l'année précédente. Était-ce seulement possible? Leïla, je veux que vous enquêtiez sur ce phénomène. Découvrez pourquoi les femmes de notre pays choisissent la France. Intérieurement, je ricanais. La réponse était évidente, n'est-ce pas? Une fuite face à une société ultra compétitive et conservatrice. Des femmes naïves, prisonnières du fantasme d'épouser un homme galant et romantique, tout droit sorti d'un film d'auteur. Le soir même, je reçus un appel de Fatima, ma meilleure amie de l'université. « Leïla, je vais me marier. Félicitations. Avec qui? Un professeur en neurochirurgie à l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière, à Paris. » J'ai failli en laisser tomber mon téléphone. Fatima était un génie, sorti major de la faculté de médecine d'Alger. Un avenir brillant l'attendait dans les meilleurs hôpitaux du pays. Un Français? Mais tu es folle. Une femme aussi brillante que toi, pourquoi? Sa réponse fut inattendue. Leïla, la France, c'est différent. Ici, je ne suis pas une femme médecin. Je suis juste un médecin. Sais-tu ce que ça fait d'être reconnu pour ses compétences et rien d'autre? Comment ça? Tu étais reconnu en Algérie? Non. En Algérie, j'étais toujours douée pour une femme, étonnamment forte de caractère. Je n'étais jamais simplement le docteur Zeroual. Après avoir raccroché, les mots de Fatima résonnaient dans ma tête. Si une femme aussi brillante ressentait une telle oppression, qu'en était-il des autres? Le lendemain, j'ai commencé mes recherches. J'ai examiné les profils de ces femmes parties en France. Et c'était étrange. La plupart étaient des professionnels hautement qualifiés, avocates, expertes comptables, professeurs, médecins, ingénieurs, des femmes qui auraient pu réussir brillamment en Algérie. Pourquoi la France? J'ai rédigé une proposition de documentaire. Titre: Les fiancés de la Tour Eiffel, chronique d'une illusion perdue. Mon intention était de présenter des cas d'échec de ces femmes, un message d'avertissement. C'est bon, Leïla. On lance le projet, a dit mon chef. Mais restez objective, pas de parti pris. Ce mot, objective, me perturba. J'ai rappelé Fatima. Je viens en France pour un documentaire. Je voudrais filmer ton mariage. C'est une excellente idée. Mais Leïla, viens en laissant tes préjugés à Alger. La France que tu imagines et la réalité sont deux choses très différentes. De quoi tu parles? Je suis une professionnelle. Je sais être objective. Fatima a ri. Viens et vois par toi-même. Tu risques d'avoir le plus grand choc de ta vie. Avant de partir, en préparant mon matériel, je me fis une promesse. J'allais dénoncer la réalité de ces femmes piégées par le mirage d'un pays en proie à ses propres crises sociales. J'allais leur montrer à quel point elles se trompaient. À ce moment-là, j'ignorais que la seule personne à se tromper, c'était moi. Dans l'avion pour Paris-Charles de Gaulle, j'avais mon plan. Jour 1. Filmer la culture française décadente. Jour 2. Capturer des scènes de machisme ordinaire. Jour 3. Interviewer des Algériennes déçues. Mais dès l'atterrissage, mon plan parfait a commencé à s'effriter.
Ou plutôt, mes préjugés ont commencé à s'effriter. Dès mon arrivée à l'aéroport, quelque chose clochait. Alors que je peinais à passer la douane avec mon lourd équipement, un agent s'est approché calmement. « Vous semblez en difficulté, madame. Puis-je vous aider ?» J'ai décliné par réflexe. « Non, ça va, merci. »« Nest, votre matériel de tournage doit être lourd. Je vais vous chercher un chariot. » Il était déjà parti en chercher un. Impensable à l'aéroport d'Alger, où tout n'est que précipitation et chacun pour soi. Une telle prévenance, calme et discrète, est rare. « D'où venez-vous ?»« D'Algérie. »« D'Alger. »« Ah, très bien. Pour un tournage, j'espère que vous filmerez les plus beaux aspects de notre pays. » L'agent des douanes m'a souri avec bienveillance et le contrôle s'est déroulé avec une courtoisie exemplaire. En me dirigeant vers le RER, un autre incident déconcertant. Ma lourde valise de trépied s'est coincée dans un escalier. 2 jeunes hommes d'une vingtaine d'années se sont approchés. « On peut vous aider ?»« Oh non, c'est bon. » Mais ils avaient déjà saisi l'équipement de chaque côté. « Vous allez où ?»« Gare du Nord. » Alors ce train est direct. L'ascenseur est juste là, bas. Ils m'ont indiqué la direction avec un langage très poli, m'ont salué d'un signe de tête et sont partis. Sans rien demander en retour, juste de la gentillesse pure. Dans le train, les surprises ont continué. Mon équipement m'empêchait de m'asseoir confortablement. Un homme d'une trentaine d'années s'est levé. « Asseyez-vous, je vous en prie. »« Non merci, je vais bien. »« Vous êtes chargé, n'hésitez pas. » J'ai fini par accepter son offre. En Algérie, tout le monde aurait été absorbé par son smartphone, cédant rarement sa place. L'arrivée à l'hôtel a prolongé le choc. Pendant mon enregistrement, la réceptionniste m'a demandé « C'est votre premier séjour chez nous ?»« Oui, pour un reportage. »« Dans ce cas, voici pour vous. » Elle m'a tendu une carte de Paris avec une note manuscrite. Dessus, les adresses recommandées du quartier, écrites d'une belle plume. Cette boulangerie est très appréciée des locaux. Et ce petit café est très calme, parfait pour travailler. Pourquoi êtes-vous si gentille ? Elle a souri comme si c'était une évidence. Notre travail est de rendre le séjour de nos clients le plus agréable possible. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Dans ma chambre, en défaisant mes bagages, j'étais confuse. Était-ce vraiment ça, les Français, réputés froids et distants ? Étais-je traitée différemment parce que j'étais étrangère ? Pour dîner, je suis sortie. En voulant acheter un sandwich dans une supérette, le jeune employé m'a interpellé dans un arabe hésitant. « Vous êtes algérienne ?»« Oui, comment le savez-vous ? Je vous ai entendu parler toute seule en arabe tout à l'heure. J'apprends l'arabe. » Il m'a décrit les sandwichs en arabe. Celui-ci est au thon, celui-là au poulet. « C'est votre première fois en France ? » ?»« Oui. »« Alors celui-ci est très bon. C'est mon préféré. Il m'a recommandé un sandwich jambon-beurre. En payant, il m'a même souhaité « bon appétit » en arabe. Sur le chemin du retour, je me suis perdu. Un chauffeur de taxi a baissé sa vitre. « Vous cherchez votre chemin ?» Je lui ai donné le nom de mon hôtel. « Ah, c'est simple. Continuez tout droit. Et c'est la deuxième à droite. À 5 minutes à pied. Merci beaucoup. De rien. Faites attention à vous la nuit. » De retour dans ma chambre, j'ai repensé à ma journée. Ma caméra n'avait enregistré que des Français polis et attentionnés. C'était étrange. Ce n'était pas ce que j'étais venu filmer. Demain, il faudrait que je me concentre. Aujourd'hui, ce n'était qu'un coup de chance. Mais au fond de moi, une fissure commençait à apparaître. Et si je m'étais complètement trompé sur la France ? Les mots de Fatima me sont revenus. La France que tu imagines et la réalité sont 2 choses très différentes. Allongé sur mon lit, je fixais le plafond. Demain, en voyant Fatima, que lui dirais-je ? Pourrais-je encore critiquer la France ? Je n'arrivais pas à dormir. Les gestes bienveillants des gens que j'avais rencontrés tournaient en boucle dans ma tête. Et étrangement, cette gentillesse semblait sincère. Le lendemain après-midi, j'ai retrouvé Fatima dans un café du Marais. Je ne l'avais pas vue depuis 1 an, mais j'ai été stupéfaite. Elle était méconnaissable. En Algérie, Fatima avait toujours l'air tendu, les épaules voûtées, parlant avec une prudence extrême. Aujourd'hui, son visage rayonnait de vie et de confiance. « Leïla, ça fait si longtemps !» Elle s'est levée et m'a prise dans ses bras, un geste d'affection impensable en public à Alger. « Fatima,
Tu as l'air si heureuse. Je ne savais pas que je pouvais être aussi heureuse. Peu après, son fiancé est arrivé. Antoine Dubois, 36 ans, neurochirurgien. Bonjour. Fatima m'a beaucoup parlé de vous. À ma grande surprise, il parlait un arabe très correct. Vous parlez bien l'arabe. C'est grâce à Fatima. Elle m'apprend tous les jours. En échange, je l'aide à rédiger ses articles médicaux en français. Antoine explique si bien que j'ai déjà publié 2 articles dans des revues médicales françaises, a dit Fatima fièrement. En Algérie, quand une femme médecin publiait un article, la réaction était souvent « pas mal » pour une femme. Yuda. Et à l'hôpital, comment ça se passe? C'est différent d'Alger, ai-je demandé. Ça n'a rien à voir. Ici, je suis un médecin, pas une femme médecin. Au bloc opératoire, seule la compétence compte. Antoine a ajouté « Fatima est un chirurgien exceptionnel. L'opération qu'elle a menée la semaine dernière était incroyable. » Non, c'est toi qui as été le meilleur sur cette intervention. Non, pour cette technique, c'est toi la meilleure. What you do? Le respect mutuel qu'ils se témoignaient était frappant. En Algérie, il est rare qu'un médecin homme reconnaisse publiquement les compétences d'une collègue féminine de cette manière. Et la vie à l'hôpital? La chef de service est une femme, et 40% des médecins de notre service sont des femmes. En réunion, tout le monde donne son avis librement. Fatima m'a montré une photo sur son téléphone. Dans le bloc, des médecins, hommes et femmes, posaient côte à côte. L'autre jour, pour une grosse opération, c'est moi qui dirigeais. Impensable en Algérie. Vraiment? Un médecin en 2e année, s'il est compétent, a sa chance. Le genre n'a aucune importance. Autour d'un café, la conversation a continué. Le regard d'Antoine sur Fatima était empli d'un profond respect. Et les préparatifs du mariage? Antoine m'aide énormément. Du design des faire-part à la réservation de la salle, on fait tout ensemble. En Algérie, c'est la mariée qui s'occupe de tout, non? Antoine a souri. C'était peu, être comme ça en France avant, mais plus maintenant. Le mariage, c'est l'affaire de 2 personnes, donc la préparation aussi. Vous allez partager les tâches ménagères? Ai-je demandé. Antoine a répondu comme si c'était une évidence. Bien sûr, nous travaillons tous les 2, ce serait injuste qu'une seule personne s'occupe de tout. J'adore cuisiner, donc je m'en occuperai principalement et Fatima gérera le ménage. Les hommes algériens seraient choqués d'entendre ça, a ri Fatima. Mon père n'a pas compris au début, mais quand Antoine lui a cuisiné un repas, il a été conquis. Antoine a regardé sa montre et s'est levé. Je suis désolé, je dois retourner à l'hôpital pour une urgence. Leïla, j'étais ravi de vous rencontrer. Avant de partir, il a déposé un baiser léger sur la joue de Fatima. L'ambiance du café était si naturelle que personne n'a semblé y prêter attention. Après son départ, j'ai eu une conversation plus intime avec Fatima. Tu ne regrettes rien d'avoir tout quitté en Algérie? Leïla, je n'ai rien quitté. J'ai choisi une vie meilleure. Mais ta famille? Ma famille comprend maintenant. Ils s'y opposaient au début, mais en voyant à quel point je suis heureuse, ils me soutiennent. Elle a ajouté, sérieusement, « Leïla, tu sais à quel point il est étouffant de vivre en tant que femme en Algérie. Il faut toujours faire attention, surveiller ce qu'on dit, se faire petite. » C'est vrai. Ici, c'est différent. Je peux être moi-même. Juste Fatima, le médecin, la personne. Et ta belle famille? J'ai entendu dire que les belles-mères françaises peuvent être terribles. Fatima a éclaté de rire. Tu sais ce que la mère d'Antoine m'a dit la première fois que je l'ai rencontrée. Ne vous considérez pas comme ma belle-fille, soyez à l'aise. Vous êtes chez vous ici. Vraiment? Et elle m'a demandé des recettes de plats algériens pour faire plaisir à son fils. J'étais sans voix. C'était à l'opposé de tout ce que j'imaginais de la culture de la belle famille en France. En sortant, en marchant dans la rue, Fatima m'a dit « Leïla, réfléchis-y. Penses-tu pouvoir vivre la vie que tu désires en Algérie ?» La question m'a frappé en plein cœur. J'ai esquivé. Je dois d'abord finir mon documentaire. D'accord, mais regarde bien, sans préjugés, tu verras ce que tu as manqué jusqu'à présent. En nous quittant, ces derniers mots ont continué de tourner dans ma tête. Leïla, le bonheur n'appartient qu'à ceux qui ont le courage de le saisir.
Le lendemain, invité par Fatima, j'ai visité l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière. Je voulais filmer le milieu médical français de mes propres yeux. En attendant Fatima dans le hall, j'ai assisté à une scène surprenante. 3 ou 4 femmes en blouse blanche marchaient avec assurance. Des médecins hommes, arrivant derrière elles, leur ont cédé le passage naturellement. « Leïla, par ici !» Fatima m'a fait signe. En blouse blanche, elle semblait incroyablement confiante. « On a une réunion de service. Tu veux venir ?» J'ai demandé l'autorisation à la chef. Maltu, en entrant dans la salle de réunion, nouvelle surprise. La chef de service était une femme d'une 40aine d'années et la moitié de l'assistance était féminine. Le cas du jour est un homme de 58 ans souffrant d'une sténose mitrale. Qui veut commencer? Une jeune femme médecin a levé la main. Je propose une chirurgie mini-invasive pour réduire le temps de récupération du patient. Bonne idée. D'autres avis? Un médecin homme a enchaîné. Je suis d'accord. Cependant, vu l'âge du patient, la réunion s'est déroulée de manière dynamique. Hommes et femmes échangeaient librement, respectant les opinions de chacun. Dans les hôpitaux algériens, les femmes médecins restent la plupart du temps silencieuses. Ici, c'était tout le contraire. Après la réunion, la chef de service s'est approchée de moi. « Vous venez d'Algérie, n'est-ce pas? J'ai fait un stage là-bas. »« Ah, vraiment? Avez-vous senti une différence avec la France ?» Elle a eu un sourire amer. « En Algérie, parce que j'étais une femme, on m'a seulement autorisé à observer les opérations. En revenant en France, j'ai enfin pu être reconnu pour mes compétences. À midi, je suis allé au restaurant du personnel avec Fatima. Là encore, une scène marquante. Un infirmier homme faisait un rapport détaillé à une femme médecin. En Algérie, non seulement il est rare qu'un homme soit infirmier, mais une telle interaction naturelle avec une femme médecin est encore plus inhabituelle. Il y a beaucoup d'infirmiers en France? De plus en plus, l'idée que la compétence prime sur le genre est de plus en plus acceptée. L'après-midi, j'ai assisté à une opération. Le chirurgien principal était une femme d'à peine 30 ans, assistée par un homme de 40 ans. Je n'ai jamais vu ça en Algérie et je chuchotais. Fatima a répondu, « Ici, c'est le plus compétent qui opère. L'âge ou le sexe n'ont pas d'importance. » Après l'opération, j'ai parlé brièvement avec la chirurgienne. N'est-ce pas difficile d'avoir un médecin plus âgé comme assistant? Au début, oui, mais c'est mon collègue senior qui a insisté. Il a dit, « Pour cette opération, tu as plus d'expérience que moi. C'est mieux pour le patient que ce soit toi qui opères. » C'est difficile à imaginer en Algérie. J'ai entendu dire que la France était aussi comme ça avant. Mais les choses ont beaucoup changé, surtout avec les jeunes générations de médecins qui valorisent la compétence avant tout. La visite de l'hôpital terminée, nous sommes passés par le bureau de recherche de Fatima. À ma grande surprise, c'était un bureau individuel spacieux. Un bureau individuel pour un médecin en 2e année? L'hôpital soutient ceux qui ont de bons résultats. Mon article a été publié dans une revue internationale alors. Sur les murs, ces diplômes et publications étaient encadrés. En Algérie, il faut être chef de service pour avoir un tel bureau. Antoine a le bureau d'à côté, alors parfois on fait nos recherches ensemble. Un couple qui fait de la recherche ensemble? Oui, nos perspectives différentes donnent de meilleurs résultats. Le soir, en quittant l'hôpital, Fatima a dit « Alors, l'hôpital français? Honnêtement, c'est un choc. Je suis venu chercher la discrimination envers les femmes médecins et j'ai trouvé l'égalité. Mes préjugés étaient faux. Tout le monde a des préjugés. L'important, c'est de les reconnaître et de vouloir changer. » Alors que nous attendions un taxi, un homme s'est approché. « Excusez-moi, vous êtes algérienne? Je vous ai vu à l'hôpital tout à l'heure. » Il s'est présenté comme Julien Moreau, réalisateur pour Arte. Je prépare aussi un documentaire sur le milieu médical et j'aimerais beaucoup discuter avec vous du système algérien. Nous avons échangé nos cartes de visite. Son regard était sincère. Si vous avez le temps demain, prenons un café. Je pourrais vous montrer comment fonctionne la télévision française. Pour une raison que j'ignorais, j'ai eu envie d'accepter. Peut-être à cause de son sourire honnête. Le 4e jour, sur la recommandation de Julien, je suis allé au marché d'Aligre. Pour voir la vraie France, m'avait-il dit, il fallait aller dans un marché traditionnel.
Caméra en main, à peine entrée, la patronne d'une fromagerie m'a interpellé. « Oh, vous venez d'Algérie pour un tournage ?» Je me suis demandé comment elle le savait. « Oui, pour un documentaire. » Attendez un peu. La fromagère a soudain commencé à faire griller un morceau de fromage sur du pain. « Vous avez déjeuné ?»« Non. Mon Dieu, on ne peut pas travailler le ventre vide. Goûtez-moi ça. » Avant que je puisse refuser, une tartine de pain grillé au fromage était devant moi. « Madame, combien je vous dois ?»« De l'argent? Qu'est-ce que vous racontez? Vous venez de si loin, c'est la moindre des choses de vous offrir à manger. » Hésitante, le patron du stand d'à côté a ri. « Ne vous inquiétez pas, mangez, c'est normal ici. » Mais, en mangeant mon pain au fromage, j'ai continué à explorer le marché. Devant un stand de quiche, une grand-mère est sortie. « Ma petite, qu'est-ce que vous filmez ?» Un programme sur les marchés français pour la télévision algérienne. L'Algérie, sans attendre ma réponse, elle a commencé à me servir une part de quiche lorraine. « Goûtez ça, c'est délicieux. »« Madame, je vais vous l'acheter. »« Mais non, vous venez de loin, vous ne pouvez pas repartir sans avoir goûté ma quiche. » La marchande d'olives s'est jointe à la conversation. « Goûtez aussi mes olives marinées, et j'ai du thé à la menthe. Tenez, prenez aussi un pain au chocolat. » En un instant, un festin de produits du marché était étalé devant moi. C'était comme une fête. Comment vais-je manger tout ça? Prenez votre temps, on vous regarde. Soudain, effectivement, les commerçants me regardaient manger avec des sourires ravis, comme des grands-mères regardant leurs petites filles. En passant devant un marchand de produits secs, le propriétaire s'est précipité. « Ah, un tournage de télévision d'Algérie? Oui, c'est ça. Filmez un peu ma boutique. » Après m'avoir présenté ses produits avec enthousiasme, il a soudainement commencé à remplir un petit sac. « Tenez, prenez ça, pour manger à votre hôtel. » Jupi. « Non, vraiment, c'est bon. »« Comment ça, c'est bon? Vous êtes en France, il ne faut pas mal manger. Ça, ce sont des lentilles du Puy, ça, des herbes de Provence. » Le sac devenait de plus en plus lourd. « Monsieur, combien pour tout ça? » « Oh là là, ne parlons pas d'argent, ça me rend triste. » Pour la première fois, j'ai ressenti ce que le mot « hospitalité » signifiait vraiment. J'ai commencé à comprendre. En passant devant un marchand de fruits, une vieille dame m'a fait signe. « Ma petite, viens par ici. » À 33 ans, on m'appelait « ma petite. » « Goûte cette pomme, elle est bien sucrée. » Elle m'a épluché une pomme. « On dit que les fruits sont chers en Algérie. »« Oui, très chers. »« Alors prends ça. » Elle a commencé à remplir un sac de pommes, de poires, de clémentines. « Madame, mais ce sont vos produits à vendre. »« Hayuten, vendre? On ne peut pas laisser une invitée venue de si loin repartir les mains vides. Pourquoi êtes-vous si gentille avec moi? On ne se connaît même pas. » La vieille dame a pris ma main. On ne se connaît pas, mais le destin nous a réunis. Être venu jusqu'ici et nous rencontrer, c'est ça, le destin. En passant devant un stand de charcuterie, le patron m'a fait signe. « La demoiselle d'Algérie, par ici. Meszo. »« Oui. »« Vous avez déjà goûté du saucisson de Lyon? »« Non. Le mien est différent, ils font dans la bouche. » Le patron a posé 2 tranches sur une petite assiette. « Ça, c'est du Jésus de Lyon. C'est spécial. Normalement, je ne le sers qu'aux habitués. » Le client à côté de moi a dit, surpris, « Il vous a à la bonne. Ça fait 10 ans que je viens et je n'ai jamais eu de Jésus en cadeau. » Le patron a souri, gêné. « C'est parce qu'elle vient d'Algérie, c'est spécial. » En mangeant le saucisson, j'ai failli pleurer. Recevoir un tel traitement de la part de parfaits inconnus. Ma dernière étape fut une boutique de thé. La patronne, en voyant ma caméra, a demandé « Ça va passer à la télé algérienne ?» Oui, pour présenter la culture française. Attendez un peu. Elle a soudain mis un tablier neuf et s'est recoiffée. Voilà, vous pouvez filmer. Sa coquetterie m'a fait sourire. Alors que je m'apprêtais à partir, la patronne est sortie avec un grand sac. « Tenez, prenez ça. »« Madame, c'est beaucoup trop. Mon fils travaille en Algérie, vous savez. À Alger. » Ses yeux se sont embués. J'espère qu'on est aussi gentil avec lui là-bas. Je me demande s'il mange bien, s'il n'est pas malade. Alors c'était pour ça. Elle pensait à son fils en Algérie. Quel est son travail? Ingénieur en informatique. Il est parti apprendre les technologies là-bas. Ça fait 3 ans, et il ne donne pas beaucoup de nouvelles. Elle a souri tristement. Mais je suis sûre qu'il va bien.
Les Algériens sont gentils aussi. Je n'ai pas eu le cœur de lui parler de la dure réalité de la société algérienne. À la place, j'ai dit, quand je rentrerai à Alger, j'essaierai de le retrouver. Comment puis-je le chercher? Son visage s'est illuminé. Vraiment? Merci, merci beaucoup. Elle m'a noté le nom de son fils et de son entreprise. En quittant le marché, je me suis retourné. Les commerçants me faisaient de grands signes de la main. Revenez nous voir. Mangez bien. Bon retour. De retour à l'hôtel, j'avais les bras chargés. Je n'avais rien acheté, et pourtant mes bras étaient lourds. Dans ma chambre, j'ai étalé la nourriture sur la table et allumé ma caméra. J'ai murmuré pour moi-même. Aujourd'hui, j'ai goûté à l'hospitalité française. Une gentillesse sans condition, une bienveillance sans raison. Et c'était incroyablement chaleureux. Cette nuit-là, j'ai mangé toute la nourriture. Sans rien laisser, je ne pouvais pas jeter le cœur de ces gens. Le lendemain matin, je suis retourné au marché. Je voulais remercier correctement les commerçants de la veille. « Oh, te revoilà !» m'a accueilli joyeusement la dame des quiches. « Mange un morceau aujourd'hui encore. »« Madame, aujourd'hui c'est moi qui paie. Encore une histoire d'argent? Tu vas me rendre triste, » j'ai dit. « Calvo !» J'ai fini par être de nouveau leur invité. En échange, j'ai promis, je parlerai de vous aux Algériens. Je leur transmettrai le vrai cœur de la France. Ah, ça nous suffit amplement. En quittant le marché, j'ai réalisé. La crise française que j'étais venu chercher, c'était peu, être ça. Pas une croissance économique spectaculaire ou une technologie de pointe, mais le cœur simple et chaleureux de ces gens. Et pour la première fois, je l'ai admis. Je m'étais trompé. Mes préjugés étaient stupides. Le 5e jour, j'ai commencé sérieusement les interviews des femmes algériennes installées en France. 5 familles que Julien m'avait présentées. Chaque rencontre fut un nouveau choc, une nouvelle prise de conscience. La première était Inès, 35 ans, avocate. Nous nous sommes rencontrés dans un café près du palais de justice. Ça fait 3 ans que je suis en France. Mon mari est avocat dans le même cabinet que moi. Inès a commencé son récit calmement. Je me souviens de mes années d'avocate en Algérie. Quand je donnais mon avis en réunion, la réaction était toujours la même. Pour une femme, c'est une remarque pertinente. Ou étonnant que vous soyez si logique et pas émotive. C'est différent en France? Complètement. Ici, on me dit « Maître, votre analyse est juste » ou « C'est une excellente remarque ». Personne ne se soucie du fait que je sois une femme. Et votre relation avec votre mari? Inès a souri. Nous sommes de vrais partenaires, à la maison comme au cabinet. Quand on a un dossier difficile, on se demande conseil. On élabore des stratégies ensemble. Mon ex-fiancé en Algérie méprisait mon travail. Il disait « Quelle femme peut gérer de gros dossiers? Et la belle famille ?» Ma belle-mère est incroyablement fière de moi. Quand je gagne un procès important, elle le raconte à tout le voisinage. Ma belle-fille est une avocate formidable. En Algérie, la carrière de la belle-fille n'est pas un sujet d'intérêt. La deuxième était Samia, 38 ans, professeure d'université. Nous nous sommes vus dans son bureau près de la Sorbonne. En Algérie, j'ai été vacataire pendant 8 ans. Même avec un doctorat, un poste de titulaire était un rêve inaccessible, parce que j'étais une femme. La douleur du passé se lisait dans sa voix. Le doyen de la faculté me l'a dit clairement, « Vous allez vous marier et arrêter de travailler. Pourquoi vouloir un poste de titulaire ?» Et quand je lui ai dit que j'étais célibataire, il a ajouté, « C'est pour ça que vous avez un sale caractère. Comment êtes-vous arrivé en France ?» J'ai rencontré un professeur d'une université française lors d'un colloque international. Il a entendu ma présentation et m'a proposé un poste. Au début, je n'y croyais pas. En 2 ans, je suis devenu maître de conférences. Et cette année, je passe l'agrégation pour devenir professeur des universités. Vos compétences ont été reconnues. Oui, ici, seules mes publications et mes évaluations de cours comptent. Mon sexe n'a aucune importance. En conseil de faculté, tout le monde s'exprime librement. En Algérie, les femmes professeurs restaient silencieuses. Le mari de Samia était également professeur. Mon mari fait plus de tâches ménagères que moi. Quand j'ai une date limite pour un article, il s'occupe de tout à la maison. Il dit « Tes recherches sont plus importantes ». C'est impensable en Algérie. La troisième était Myriam,
34 ans, médecin. Nous nous sommes rencontrés dans la salle de repos de l'hôpital. Vous connaissez la réalité des femmes médecins en Algérie? Se marier, c'est passer à temps partiel. Avoir un enfant, c'est arrêter de travailler. Je pensais que je devrais accepter cet avenir. Mais là, Myriam a bu une gorgée de café et a continué. Mais en France, c'est complètement différent. Quand j'ai pris mon congé maternité, mon mari a pris un congé paternité d'1 an. À l'hôpital comme dans la belle famille, tout le monde a trouvé ça normal. Comment vivez-vous maintenant? Je travaille à plein temps. Mon mari s'occupe de déposer et de récupérer notre fils à la crèche et de préparer le dîner. Quand je suis de garde, c'est lui qui lui donne le bain et le met au lit. Un partage parfait. En Algérie, j'aurais dû arrêter ma carrière ou divorcer. Mes amis médecins en Algérie vivent toutes des situations similaires. J'ai vu trop de femmes brillantes sacrifier leur carrière pour leur famille. La 4e était Kenza, 32 ans, experte comptable. Nous nous sommes vus dans son bureau à La Défense. J'ai travaillé 7 ans dans un cabinet d'audit à Alger, mais la promotion était un rêve. Pour les femmes, le poste de manager senior était le plafond de verre. Les clients importants étaient tous confiés aux hommes. Kenza a soupiré. Le plus dur, c'était la culture des dîners d'affaires. Les femmes devaient servir à boire, commander les plats, mettre de l'ambiance. Rien à voir avec la compétence. Et en France, c'est différent. Le premier jour, j'ai eu un choc. Une femme associée dirigeait la réunion et les hommes prenaient des notes. Au déjeuner d'affaires, que vous soyez un homme ou une femme stagiaire, le rôle est le même. One Team, quel est votre poste actuel? Je suis responsable de l'audit d'un grand constructeur automobile. Un poste dont je n'aurais jamais pu rêver en Algérie. C'est possible parce qu'on est jugé sur ses compétences. Et votre relation avec votre mari? Un vrai partenaire. Toutes les décisions importantes sont prises ensemble. L'achat de notre appartement, nos investissements et même l'argent qu'on envoie à mes parents en Algérie. En Algérie, mon ex-fiancé décidait de tout et m'en informait ensuite. Enfin, la dernière était Yasmine, 30 ans, directrice artistique. Nous nous sommes rencontrés dans son agence de publicité à Paris. J'ai travaillé 5 ans dans une agence à Alger. Mes compétences étaient reconnues, mais j'avais toujours un rôle de soutien. Une femme directrice de création? Le client préfère un homme. J'ai entendu ça un nombre incalculable de fois. Yasmine m'a montré son portfolio. C'est le même travail. En Algérie, on disait que c'était audacieux pour une femme. En France, on dit que c'est innovant et créatif. Le travail est le même, mais l'évaluation est radicalement différente. Vos réussites en France? Je suis devenue directrice de création en 1 an. La 2e année, on m'a confié la direction d'un projet pour un grand festival de publicité. En Algérie, même en 10 ans, ça aurait été impossible. L'ambiance dans l'entreprise? Libre. C'est la meilleure idée qui gagne. En réunion, si une jeune employée contredit l'idée du PDG, personne ne trouve ça déplacé. Si l'idée est bonne, peu importe qui l'a eue, elle est adoptée. Et en cas d'échec? Un échec est juste un échec. En Algérie, si une femme échoue, on dit « voilà pourquoi les femmes ne sont pas faites pour ça ». Ici, on dit « tu feras mieux la prochaine fois ». C'est tout. Après ces 5 interviews, j'étais plongé dans une profonde réflexion. Leurs histoires avaient des points communs. Premièrement, elles vivaient toutes sans l'étiquette pour une femme. Deuxièmement, leurs maris étaient de vrais partenaires. Troisièmement, leur belle famille les traitait comme des membres de la famille, pas comme des belles filles. Quatrièmement, elles étaient jugées uniquement sur leurs compétences au travail. Cinquièmement, et c'est le plus important, elles disaient « toutes ». Pour la première fois, j'ai l'impression de pouvoir respirer. À la fin, j'ai posé la même question à toutes les 5. Vous ne regrettez rien? La réponse fut unanime. Regretter? Je regrette de ne pas être venu plus tôt. Cette nuit-là, à l'hôtel, j'ai trié mes interviews. À l'écran, les visages des 5 femmes étaient radieux. Elles étaient sincèrement heureuses. Pour la première fois, j'ai sérieusement remis en question l'orientation de mon documentaire. Mon projet sur le mirage français s'était déjà effondré. Par la fenêtre, les lumières de Paris scintillaient. Combien d'autres femmes algériennes réalisaient leurs rêves dans cette lumière? Et moi,
Quelle vie est-ce que je voulais? Le dernier jour, le ciel de Paris était couvert. La météo annonçait de la pluie pour l'après-midi, mais je ne pouvais pas renoncer à mon dernier tournage. Il me fallait une scène forte pour conclure ma semaine. J'ai décidé de filmer les quais de Seine où la tradition et la modernité de Paris coexistent. Alors que je filmais, les premières gouttes ont commencé à tomber. Encore un peu, juste un peu, et je rentre. Je me suis obstiné, mais la pluie s'est rapidement transformée en déluge. Une pluie battante. J'ai tenté de protéger mon équipement, mais c'était trop tard. La pluie tombait à verse, et en un instant, j'étais trempé jusqu'aux os. En courant avec mon lourd sac de caméra, j'ai glissé sur un pavé. Ah, j'ai perdu l'équilibre. En essayant de protéger ma caméra, j'ai pivoté et suis tombé sur le genou. Une douleur aiguë. Le plus gros problème, c'était la caméra. Elle m'avait échappé des mains et était tombée dans une flaque d'eau. La caméra contenant toutes les données d'une semaine de travail. Du sang coulait de mon genou. J'étais assise sur le trottoir, trempée. J'ai ramassé la caméra, mais l'eau s'était infiltrée et elle ne s'allumait plus. C'était le désespoir. À l'idée que toute une semaine de travail puisse être réduite à néant, les larmes me sont montées aux yeux. Était-ce la pluie ou mes larmes? Je ne pouvais plus faire la différence. C'est à ce moment-là qu'un homme, courant sans parapluie, s'est approché de moi. « Ça va? Vous êtes blessé ?» C'était un homme d'une quarantaine d'années, en costume, mais il n'avait pas hésité à se mouiller pour venir à mon secours. Ma caméra, dans l'eau, et je sanglotais. La caméra, on verra après. D'abord, l'hôpital, vous saignez du genou. Il s'est présenté comme étant Julien Moreau, l'homme que j'avais rencontré. Il m'a aidé à me relever. Aïe, et la caméra? D'abord ma voiture. On va à l'hôpital et je confierai la caméra à un réparateur que je connais. Housing. Julien m'a tendu son parapluie et, lui-même sous la pluie, m'a soutenu jusqu'au parking. Dans la voiture, il a immédiatement mis le chauffage et m'a donné une serviette sortie du coffre. « Vous êtes algérienne ?»« Oui, d'Alger. »« Seule, sous cette pluie, pourquoi ?»« Je suis en plein tournage. C'est mon dernier jour. » Julien n'a rien dit et a conduit. Arrivé à l'hôpital, il est sorti en courant pour me chercher un fauteuil roulant. « Je peux marcher. »« Mand, vous êtes blessé au genou, ne forcez pas. » Aux urgences, on m'a soigné. Heureusement, ce n'était pas grave, mais la plaie était assez profonde pour nécessiter des points de suture. « Vous êtes son accompagnant ?» a demandé l'infirmière à Julien. « Et où je suis juste ?»« Oui, c'est mon accompagnant. » ai-je répondu. Pour une raison obscure, j'ai senti que c'était ce qu'il fallait dire. Pendant que je recevais les soins, Julien examinait ma caméra. Il a retiré délicatement la carte mémoire et l'a vérifiée. Ouf! La carte mémoire était dans un boîtier étanche. Les données devraient être intactes. Vraiment? J'ai poussé un soupir de soulagement. Ma semaine de travail n'était pas perdue. Le boîtier de la caméra, je le déposerai chez le réparateur que je connais. On aura des nouvelles demain matin. Pourquoi? Pourquoi m'aidez-vous autant? Je suis une inconnue. Julien a souri doucement. On ne laisse pas quelqu'un de blessé sous la pluie. Surtout une étrangère seule dans un pays qui n'est pas le sien. Les soins terminés, Julien a voulu payer. Je l'en ai empêché. C'est moi qui paie. Vous m'avez déjà tellement aidé. Avez-vous une assurance voyage? Non. Alors c'est normal que je paie. C'est un hôpital français. En échange, vous m'offrirez un café plus tard. Il avait déjà tendu sa carte. En sortant de l'hôpital, la pluie était encore plus forte. « Où est votre hôtel ?» Je lui ai donné le nom. « Je vous y emmène. Avec cette pluie, vous n'aurez pas de taxi. » La voiture était chaude. La musique douce que Julien avait mise et le son de la pluie créaient une atmosphère étrangement harmonieuse. « Alors, la France, votre documentaire s'est bien passé ?» Oui. J'ai découvert quelque chose de complètement différent de ce à quoi je m'attendais. Qu'est-ce qui était différent? J'ai hésité, puis j'ai parlé franchement. Je suis venu chercher l'image d'une France en crise, mais j'ai trouvé la vérité. J'ai compris pourquoi la France est un pays d'espoir pour tant de femmes algériennes. Julien a hoché la tête. La France n'est pas un pays parfait. Il y a beaucoup de problèmes. Mais au moins, on essaie de changer, surtout les jeunes générations. Et vous aussi? Moi? Je ne sais pas. Je pense juste que ce qui est normal est normal.
L'égalité entre hommes et femmes, aider quelqu'un en difficulté. C'est normal, non? Nous sommes arrivés à l'hôtel. Julien m'a accompagné avec un parapluie jusqu'au hall. Ça va aller. Vous pouvez monter seul? Oui, merci infiniment. Comment pourrais-je vous remercier? Ne vous inquiétez pas pour ça. Ah, avez-vous une carte de visite? Nous avons échangé nos cartes. Julien était directeur des programmes chez Art. Vous repartez demain, c'est ça? Oui. Je récupérerai la caméra et je vous l'apporterai à l'aéroport. Puis, après une hésitation, il a ajouté « La prochaine fois que vous viendrez en France, contactez-moi, je vous ferai visiter correctement. » Il semblait vouloir dire autre chose, mais il m'a simplement salué et est parti. De retour dans ma chambre, j'ai changé mes vêtements mouillés et me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air pitoyable, mais étrangement, mon cœur était réchauffé. J'ai allumé mon ordinateur et inséré la carte mémoire. Heureusement, tous les fichiers étaient là. J'ai revu toutes les images de la semaine. La première rencontre à l'aéroport, le visage heureux de Fatima, l'égalité à l'hôpital, l'hospitalité des commerçants du marché, les témoignages des 5 femmes. Et Julien, qui m'avait secouru sous la pluie. Toutes ces scènes formaient une grande fresque. Ce n'était pas l'image illusoire de la France que j'avais projetée, mais son cœur sincère. Tard dans la nuit, j'ai rédigé un nouveau plan pour mon documentaire. Titre: Pourquoi elles ont choisi la France, le pays de l'espoir découvert par les femmes algériennes. L'intention du projet a également complètement changé. Je suis venu en France avec des préjugés, mais cette semaine de voyage les a complètement brisés. La France n'est pas un pays parfait, mais c'est au moins un endroit où une femme peut respirer et où un étranger peut être accueilli comme un membre de la famille. À 4 heures du matin, j'ai reçu un message de Julien. « Bien rentré, votre genou va mieux, j'ai déposé la caméra, ne vous inquiétez pas. » J'ai répondu « Merci infiniment, je suis bien rentré grâce à vous. Vous avez rendu ma dernière journée en France chaleureuse. Tant mieux. J'espère que vous garderez un bon souvenir de la France. Et revenez, surtout. » Ce « revenez, surtout » a résonné en moi. À 7 heures du matin, en descendant à la réception pour le check-out, Julien était là. Il tenait ma caméra réparée. Je suis passé avant d'aller au travail. La caméra est comme neuve. Combien je vous dois? Ne vous en faites pas pour ça. L'important, c'est que vous rentriez bien. J'ai refusé son offre de m'emmener à l'aéroport, ne voulant pas abuser davantage de sa gentillesse. Mais depuis le taxi, je n'arrêtais pas de regarder en arrière. La silhouette de Julien, qui me faisait signe, devenait de plus en plus petite. À l'aéroport, en attendant d'embarquer, j'ai repensé à ma semaine. Qu'avais-je découvert en France? Probablement des gens. Des gens qui donnent sans condition, qui considèrent l'égalité comme une évidence, qui ne peuvent ignorer quelqu'un en difficulté. Et les femmes algériennes qui avaient trouvé le bonheur dans cette société. L'avion a décollé et le paysage de Paris s'est éloigné. Mais étrangement, la distance dans mon cœur semblait s'être réduite. Et j'en étais certaine, je reviendrais ici. Peut être pour toujours. Le lendemain de mon retour d'Alger, je me suis immédiatement rendu en salle de montage. Il fallait trier et monter une semaine d'images. J'ai travaillé toute la nuit. Le documentaire final était complètement différent de mon projet initial. Ce n'était pas le mirage d'une France en crise, mais une œuvre qui capturait la vérité de la France. Le lundi suivant, la projection a eu lieu. Le directeur, mon chef et mes collègues étaient tous là. À la fin des 50 minutes, un silence de plomb s'est abattu sur la salle. Le directeur a pris la parole le premier. « Leïla, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la France que j'ai vue. Ce n'est pas ce que nous voulions. Tu devais traiter des problèmes de la France. » J'ai cherché les problèmes, mais je n'en ai pas trouvé. Au contraire. Au contraire, quoi? Au contraire, j'ai découvert des choses dont nous devrions nous inspirer. Yisho, mon chef, en colère, a dit « C'est une vidéo promotionnelle pour la France. Tu crois que nos téléspectateurs vont accepter ça? N'est-ce pas notre travail de dire la vérité? La vérité? En une semaine, tu as été complètement endoctriné par la propagande française. » Mes collègues chuchotaient. C'est trop pro-français. Il n'y a aucune objectivité. On dirait qu'elle dénigre l'Algérie. J'ai répondu calmement. Je n'ai montré que les choses telles qu'elles sont. J'ai montré précisément pourquoi les femmes algériennes choisissent la France.
Le directeur a tranché. Ça ne peut pas être diffusé en l'état. Remonte tout. Ajoute des aspects sombres de la société française pour équilibrer. Vous voulez que j'invente des aspects sombres? Non, je veux que tu présentes un point de vue équilibré. Je me suis levé. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Je ne peux pas créer un contenu qui contredit ce que j'ai vu et vécu. Yudo, Leila, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis une réalisatrice de documentaires. Je ne peux pas travestir la vérité. Le visage du directeur est devenu rouge. Très bien. Alors tu es démise de ce projet. Quelqu'un d'autre le terminera. C'était un choc, mais je m'y attendais un peu. Et Leila, à partir de la semaine prochaine, tu passes à l'équipe des programmes de divertissement. Une mise au placard, en somme. Mes collègues me regardaient bizarrement, comme si j'étais une traîtresse. Dans mon nouveau service, je me suis retrouvé à travailler sur des émissions de cuisine et de voyage. 7 ans de carrière en tant que réalisatrice de documentaires anéantis en une nuit. Mais étrangement, je n'avais aucun regret. J'avais la fierté d'avoir défendu la vérité. Après le travail, dans le bus qui me ramenait chez moi, j'ai reçu un message de Julien. « Comment allez-vous? Le documentaire avance bien. » J'ai hésité, puis j'ai répondu honnêtement. En fait, la direction l'a refusé. Ils ont trouvé que je présentais la France sous un jour trop favorable. Vraiment? C'est difficile. Ça va. Le simple fait d'avoir rapporté la vérité a du sens pour moi. Vous êtes vraiment admirable. Ça n'a pas dû être un choix facile. La conversation avec Julien fut un grand réconfort. Une semaine plus tard, Fatima m'a appelé. « Leila, j'ai entendu dire que tu avais des problèmes, que tu as été mise au placard. La rumeur avait vite circulé. » « Oui, j'ai trop bien parlé de la France apparemment. » « Ces idiots, ils ne savent pas à quel point tu es une réalisatrice honnête. » « Ça va, Fatima. De toute façon, je ne voulais plus travailler dans un endroit comme ça. » Soudain, Fatima a pris une voix sérieuse. « Leila, viens en France. Tu peux recommencer ici. » « Mais, quoi? Art cherche un réalisateur spécialiste du Maghreb. Avec ton expérience, tu es parfaite pour le poste. » La proposition soudaine m'a déstabilisé. Si vite? Ce n'est pas si soudain. Tu le sens bien, toi aussi. En Algérie, tu ne pourras jamais faire les documentaires que tu veux. Fatima avait raison. Je le savais déjà. Dans le système audiovisuel algérien, je ne pourrai jamais poursuivre la vérité que je cherchais. Donne-moi un peu de temps, je vais y réfléchir. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre. Les néons scintillants d'Alger me semblaient froids. Cette nuit-là, j'ai revu les images que j'avais tournées en France. Les sourires chaleureux des commerçants du marché, les couples travaillant sur un pied d'égalité, les femmes algériennes qui avaient réalisé leurs rêves, et Julien qui m'avait secouru sous la pluie. Mon cœur s'est serré. En une semaine, ma vie avait complètement changé, ou plutôt, mes yeux s'étaient ouverts. À 3 heures du matin, j'ai pris ma décision. J'irai en France. Je ne voulais plus vivre dans le mensonge. Je voulais créer les histoires vraies que je désirais. Et pour être honnête, je voulais ressentir à nouveau cette chaleur. Le lendemain, j'ai remis ma démission. « Leila, tu démissionnes vraiment ?» a demandé mon chef stupéfait. « Oui, je veux relever un nouveau défi. Ne me dis pas que tu vas en France ?» J'ai souri en guise de réponse. « Tout est folie. Gâcher 7 ans de carrière. Je ne gâche rien. Je choisis pour un rêve plus grand. » Mon chef a soupiré et secoué la tête. « Tu le regretteras. Même si je le regrette, ce sera toujours mieux que de ne pas avoir essayé. » La nouvelle de ma démission a divisé mes collègues. Courageuse, imprudente, j'aimerais bien, folle. Mais j'avais une certitude, ce serait le choix le plus important de ma vie. En faisant mes cartons, j'ai repensé à ces 7 années. Il y avait de la nostalgie, bien sûr, mais il y avait surtout une immense attente. Mon dernier jour de travail, en vidant mon bureau, j'ai envoyé un message à Julien. J'ai décidé de venir en France. La réponse a été quasi instantanée. « Vraiment? Vous venez vraiment ?» « Oui, pour redémarrer en tant que réalisatrice indépendante. » « Waouh, c'est une décision incroyable. Quand arrivez-vous ? » « Début du mois prochain. Je viendrai vous chercher à l'aéroport. Et je suis vraiment heureux. » Ce « je suis vraiment heureux » m'a réchauffé le cœur. Je comprends maintenant. La vraie raison pour laquelle je vais en France, ce n'est pas seulement pour le travail. C'est parce que là-bas,
Il y a la vie dont je rêve, et des gens qui m'acceptent tel que je suis, et peut être quelqu'un de spécial. Un mois plus tard, j'atterrissais de nouveau à l'aéroport Charles de Gaulle. Mais cette fois, le sentiment était complètement différent. Je n'étais plus une visiteuse. J'étais quelqu'un qui allait commencer une nouvelle vie ici. En sortant de la porte d'arrivée, comme promis, Julien m'attendait. Revoir son visage après un mois a fait battre mon cœur plus fort. « Leïla, vous êtes vraiment venue. » Son visage rayonnait d'une joie sincère. « Oui, j'avais promis de revenir. Vous avez beaucoup de bagages. Laissez-moi vous aider. » En sortant de l'aéroport, Julien a demandé « Vous avez trouvé un logement ?» Fatima m'a trouvé une place en colocation pour commencer. « Une colocation? Ce n'est pas un peu petit ?» Ça ira. Je chercherai un appartement plus tard, une fois installé. Julien a hésité un peu. Je connais une agence immobilière. Si vous voulez, on peut y aller ensemble. Ils sont très bienveillants avec les étrangers. Sa prévenance m'a touché. Après avoir déposé mes affaires, j'ai retrouvé Fatima. Elle m'a serré fort dans ses bras. « Leïla, tu es vraiment là. Je suis si contente. Je n'arrive pas encore à y croire. Antoine a un dîner de travail ce soir. On fera une pendaison de crémaillère ce week-end. Tu dois absolument venir. » D'accord, merci. Le lendemain, ma vie française a véritablement commencé. Inscription en tant qu'auto-entrepreneur, ouverture d'un compte en banque, abonnement téléphonique. À chaque étape, Julien m'a aidé. C'est compliqué quand on est seul. Merci beaucoup. Mais votre travail, ça va? J'ai pris un jour de congé. Je voulais vous aider à vous installer. Son attention m'a de nouveau ému. Une semaine plus tard, j'ai lancé une chaîne YouTube, Les Chroniques de Leïla à Paris. Ma première vidéo s'intitulait « Pourquoi une réalisatrice algérienne a choisi la France ?» J'y racontais honnêtement l'histoire de ma semaine de découverte. En 24 heures, la vidéo a dépassé les 100 000 vues, des centaines de commentaires. Un choix courageux, je vous soutiens. J'envisage aussi de m'installer en France. Merci pour votre témoignage. Le point de vue d'une Algérienne sur la France, c'est rafraîchissant. Mais il y avait aussi des commentaires négatifs. Une traîtresse qui a abandonné son pays. Une femme piégée par une illusion. Au début, ça m'a blessé. Mais j'ai vite surmonté cela. J'étais convaincu de mon choix. Un mois plus tard, j'ai reçu un appel d'Art. « Leïla Ben Ali, nous avons vu votre chaîne YouTube. Voudriez-vous signer un contrat avec nous ?» Enfin, l'opportunité de produire en tant que réalisatrice professionnelle était là. Mon premier projet fut un documentaire sur les couples franco-algériens. Je suis allé à la rencontre de nombreux couples. Leurs histoires étaient toutes uniques. Naturellement, je passais de plus en plus de temps avec Julien. Il m'aidait sur mes tournages, apparaissant toujours pour résoudre un problème. Un jour, alors que nous filmions un coucher de soleil sur la Seine, « Leïla, comment trouvez-vous la vie en France? Vous ne regrettez pas? » Pas du tout. Chaque jour est nouveau. Et je suis heureuse. Je ressens une liberté que je n'ai jamais connue en Algérie. Julien a souri tendrement. « Tant mieux. Au début, j'étais inquiet. Je craignais de vous avoir dit de manière irresponsable que la France était un pays formidable. Non, c'est grâce à vous que j'ai eu le courage de venir. » Le soleil couchant teignait le pont des Arts de reflets rouges. Soudain, Julien a pris un air sérieux. « Leïla, je dois vous avouer quelque chose. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Depuis notre première rencontre, non plus précisément, depuis que je vous ai vu sous la pluie, essayant désespérément de protéger votre caméra, j'ai senti quelque chose de spécial. Julian, avec le temps, j'en ai eu la certitude. Je veux être avec vous. » Julien a pris ma main. « Accepteriez-vous de sortir avec moi ?» La réponse était déjà claire dans mon esprit. « Oui. » Ainsi, nous sommes devenus un couple. Les réactions de notre entourage furent chaleureuses. Fatima a crié « Enfin !» et les commerçants du marché m'ont félicité. « C'est bien ma petite, c'est bien !» 3 mois plus tard, Julien m'a demandé en mariage. « Leïla, épousez-moi. Je ferai tout pour que vous soyez heureuse en France toute votre vie. » Les larmes me sont venues, des larmes de joie et de gratitude. Oui, avec vous, je serai heureuse n'importe où. Nous avons préparé le mariage ensemble. À chaque étape, Julien me demandait mon avis et le respectait. « Quel design de faire-part tu préfères?
Choisissons un lieu où tu te sentes à l'aise. Prenons une date qui arrange ta famille pour venir d'Algérie. La première rencontre avec sa famille est inoubliable. Oh, quelle jolie jeune femme! Mon fils a bien de la chance. Sa mère m'a prise dans ses bras dès le premier instant. Ne soyez pas timide parce que vous venez d'Algérie. Vous faites partie de la famille maintenant. Son père était tout aussi chaleureux. Julien a trouvé une personne formidable. Bienvenue parmi nous. Je me sentais incroyablement chanceuse d'avoir rencontré une famille aussi merveilleuse. Le jour du mariage, mes parents et mes amis sont venus d'Algérie. Ma mère m'a demandé à voix basse, « Leïla, es-tu vraiment heureuse ?»« Oui, maman, vraiment heureuse. »« Alors c'est bien, je suis rassurée. » Mon père a dit à Julien, « Prenez bien soin de ma fille. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je ferai tout mon possible pour qu'elle soit toujours heureuse. » La cérémonie fut un magnifique mélange de traditions françaises et algériennes. De retour de notre lune de miel, nous avons commencé notre nouvelle vie dans un petit appartement. Comme promis, Julien partageait les tâches ménagères. Il préparait le petit déjeuner et moi le dîner. « Tes plats sont délicieux, Leïla. Tes petits déjeuners aussi sont les meilleurs, Julien. » Maulou. Nous construisions notre quotidien heureux en nous complimentant mutuellement. Le travail aussi se passait bien. Mon contrat avec Art a été renouvelé et ma chaîne YouTube a atteint 500 000 abonnés. Le contenu le plus populaire était cours de cuisine avec une belle-fille algérienne et une belle-mère française. Ma belle-mère m'apprenait à faire la blanquette de veau et je lui apprenais à faire le couscous. Leïla, ma chérie, juste un peu de crème dans la blanquette. Houda. Belle maman, les épices pour le couscous, c'est à la fin. Les spectateurs étaient émus par notre complicité. Où trouve-t-on en une belle-mère comme ça? Une relation belle-fille divisée par belle-mère vraiment idéale. Si seulement les relations franco-algériennes pouvaient être comme ça. Cela fait maintenant 2 ans que je vis en France. J'ai l'impression d'être devenue complètement française, ou plutôt une personne qui porte la France et l'Algérie dans son cœur. Parfois, je participe à des émissions en Algérie pour parler de ma vie en France. La France, c'est comment? C'est un pays chaleureux et un pays d'opportunités, un endroit où les femmes et les étrangers peuvent être reconnus pour leurs compétences. Beaucoup de femmes algériennes me disent que mon histoire leur a donné du courage. Certaines ont même sauté le pas et sont venues s'installer en France. Je les aide à mon tour. Soutenir celles qui arrivent, c'est mon rôle. L'autre jour, je suis retourné voir la marchande de thé du marché d'Aligre. « Madame, c'est moi, Leïla, l'Algérienne. »« Oh, Leïla, ma petite, tu es venue, tu as l'air d'une vraie Française maintenant. » Elle était toujours aussi chaleureuse. « Vous avez eu des nouvelles de votre fils ?»« Oui, grâce à vous, j'ai pu le contacter. Il m'appelle souvent maintenant. » Des larmes perlaient dans ses yeux. « Merci, vraiment merci. Non, c'est moi qui vous remercie. » Dead. Sur le chemin du retour, j'ai flâné dans le marché. Toujours aussi animé, toujours autant de monde. « Oh, ça fait longtemps. Tu t'es marié, paraît-il. Félicitations. Tiens, prends ça. » Leur constance m'a réchauffé le cœur. En rentrant à la maison, Julien préparait le dîner. « Comment s'est passée ta journée ?»« Je suis allé au marché. Les gens sont toujours aussi chaleureux. C'est là que tout a commencé, ce qui t'a amené en France. »« Oui, et toi aussi. » Jean. Nous nous sommes souris. Par la fenêtre, on voyait les lumières de Paris. Cette ville que j'avais abordée avec tant de préjugés 2 ans plus tôt était devenue mon foyer. Parfois je me dis, et si ce jour-là, il n'avait pas plu, si je n'avais pas rencontré Julien, mais ce n'était pas un hasard, c'était le destin. J'en suis convaincu maintenant. Choisir la France a été la meilleure décision de ma vie. Ici, je n'ai pas à m'excuser d'être une femme. Ici, je n'ai pas à me sentir en marge parce que je suis une étrangère. Ici, je peux simplement être moi. Et surtout, je peux vivre une vie heureuse avec l'homme que j'aime, une vraie famille et des gens chaleureux. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la France. « Leïla, votre ventre s'est bien arrondi », a dit la petite fille de la dame des quiches en pointant mon ventre. « Oui, j'en suis à 7 mois maintenant. Oui, je suis enceinte, je porte une nouvelle vie en France. » Un garçon ou une fille, a demandé la grand-mère. On ne sait pas encore. Tant qu'il ou elle est en bonne santé, c'est tout ce qui compte. C'est vrai, c'est le plus important.
En me promenant dans le marché, j'ai reçu de nombreuses félicitations. En 2 ans, je faisais complètement partie du paysage. En rentrant, Julien avait préparé de la musique classique. Un peu de Mozart, ça te dit? Parfait. On dirait que le bébé aime ça. Julien a posé sa main sur mon ventre. Bébé, c'est papa. Ne fatigue pas trop maman aujourd'hui, d'accord? Ce quotidien est un bonheur infini. Ma belle-mère m'appelle tous les jours. Leïla, ma chérie, les nausées vont mieux. Oui, belle maman, ça va beaucoup mieux. Je t'apporte une soupe de légumes demain. C'est bon pour les femmes enceintes. L'affection de ma belle-mère est un cadeau précieux. Ma chaîne YouTube a maintenant dépassé le 1 000 000 d'abonnés. La série Accoucher en France est particulièrement populaire. C'est très utile pour les futures mamans. La culture du suivi de grossesse en France fait rêver. C'est émouvant de voir votre belle-mère vous aider. Ça donne envie d'élever ses enfants en France. Lire ces commentaires me rend heureuse. J'ai signé un contrat à durée indéterminée avec Art. Je ne suis plus indépendante, mais salariée. Leïla, combien de temps prendrez-vous pour votre congé maternité? Je pensais à 3 mois. Vous pouvez prendre un congé parental aussi. Jusqu'à 1 an. J'ai été surprise par les politiques de soutien à la natalité en France, bien plus structurées qu'en Algérie. Julien aussi prévoit de prendre son congé paternité. Je prendrai au moins 3 mois. Pas question de te laisser te débrouiller seul. Ton entreprise ne dira rien? Au contraire, ils m'ont félicité. Le congé paternité, c'est la tendance maintenant. Cette culture est vraiment formidable. La semaine dernière, mes parents sont venus d'Algérie. Leïla, tu as bonne mine, a dit ma mère, l'air soulagé. On dirait que la vie en France te convient bien, a ajouté mon père, qui a fini par adopter Julien. Julien prend vraiment bien soin de toi. Merci. De rien, papa. C'est normal. Mes parents sont restés 1 semaine et ont profité de la France. Ils ont été particulièrement touchés par la gentillesse des gens du marché. Ils sont encore plus gentils parce qu'on est algérien. Si seulement il y avait cette chaleur en Algérie. En partant, mes parents ont dit « Leïla, sois heureuse ici. Papa et maman sont rassurés. » Récemment, je prépare un nouveau projet. Ponce entre nos cultures, une émission qui présentera les cultures des 2 pays l'une à l'autre. Montrer les bons côtés de la France en Algérie et les bons côtés de l'Algérie en France. Si nos 2 pays se comprennent mieux, ils se rapprocheront. C'est ma conviction. Julien me soutient activement. Ce que tu fais a tellement de sens. Je suis fier de toi. J'ai appris une nouvelle surprenante l'autre jour. L'ENTV, mon ancienne chaîne, m'a contacté. Madame Ben Ali, nous aimerions vous proposer le poste de correspondante à Paris. Babla, ceux qui m'avaient chassé il y a 2 ans avaient maintenant besoin de moi. Je vous remercie, mais je refuse. J'ai pris racine en France maintenant. Aucun regret. J'ai trouvé ma place. Aujourd'hui, je suis allé au marché. La dame des quiches a caressé mon ventre en disant « Ce bébé a bien de la chance. Il va naître avec l'amour de 2 pays, la France et l'Algérie. » C'est vrai, il sera un pont entre 2 cultures. Comme moi, Youstat, je suis maintenant pleinement algérienne et en même temps française. Les 2 identités ne s'affrontent pas, elles coexistent en harmonie. Le matin, je prépare une soupe de légumes, le soir, un tagine, l'automne, je vais en Normandie et pour l'Aïd, je rentre en Algérie. Je discute avec mes amis français et je fais des appels vidéo avec mes amis algériens. Tout cela est naturel. Par la fenêtre, le paysage parisien est paisible. Il y a 2 ans, dans cette ville, un jour de pluie, j'ai découvert une nouvelle vie. Et maintenant, avec une nouvelle vie en moi, je m'apprête à commencer une autre histoire. Parfois, des femmes algériennes m'envoient des emails. Comment avez-vous eu ce courage? Je réponds toujours la même chose. Ce n'était pas du courage, c'était un choix, le choix d'être heureuse. Oui, j'ai choisi. À la place d'une vie stable mais étouffante, une vie de défi mais libre. À la place d'une vie de femme discriminée, une vie d'être humain respecté. Et ce choix a été la meilleure décision de ma vie. Le bébé a donné un petit coup dans mon ventre. Bébé, c'est maman. Tu seras un enfant vraiment heureux. Tu grandiras avec l'amour de 2 pays. Julien est rentré. Comment s'est passée ta journée? Très bien. Les dames du marché m'ont donné plein de cadeaux pour le bébé. Encore? La chambre est déjà pleine. Nous avons ri.
Nous savons à quel point ce quotidien ordinaire est précieux, une vie dont je n'aurais jamais pu rêver en Algérie. Aujourd'hui encore, j'en suis convaincu. J'ai bien fait de choisir la France. Ici, je suis juste moi. Pas Leïla la réalisatrice, pas Leïla l'étrangère. Juste un être humain, une épouse et bientôt une mère. C'est la vie que je voulais, et la France est l'endroit qui me l'a offerte. Je serai éternellement reconnaissante à ce pays chaleureux, à ces gens chaleureux. C'était l'histoire de Leïla Ben Ali, une femme algérienne qui a choisi la France. Nous espérons que son courage, qui a brisé les préjugés pour choisir une nouvelle vie, inspirera beaucoup de gens. Le changement commence toujours avec des personnes courageuses. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et partager cette vidéo. Un petit acte de courage peut parfois engendrer de grands changements. Merci. Essai.